Bonjour à tous, on va s'attaquer aujourd'hui à une idée assez folle, une idée qui pourrait tout changer. Et si nos ordinateurs commençaient à fonctionner comme nos propres cerveaux? C'est une question qui est en train de complètement redessiner l'avenir de l'intelligence artificielle. Et cette question, elle n'est pas juste théorique, hein. Elle est vraiment au cœur d'une révolution en marche. Mais avant d'imaginer le futur, il faut qu'on regarde un peu le présent, et surtout qu'on comprenne pourquoi nos ordinateurs actuels commencent sérieusement à peiner. On entre donc dans le vif du sujet, la crise de calcul de l'IA. Pour faire simple, nos machines actuelles, elles atteignent un mur. Le problème, il a un nom, le goulot d'étranglement de von Neumann. Imaginez une autoroute, mais avec une seule voie. D'un côté, vous avez le processeur, le cerveau, qui calcule. De l'autre, la mémoire, là où tout est stocké. Pour la moindre opération, les données doivent faire l'aller-retour sur cette unique voie. C'est lent, ça consomme une énergie folle, et pour les besoins monstrueux de l'IA d'aujourd'hui, ce n'est juste plus tenable. Et là, si on compare avec le cerveau humain, la différence est spectaculaire. Nos ordinateurs, c'est ce va-et-vient constant, cet embouteillage permanent. Le cerveau, lui, c'est tout l'inverse. La mémoire et le calcul sont au même endroit. L'info est traitée directement là où elle est stockée, pas de voyage inutile. Une efficacité redoutable. Et c'est ça, précisément ça, que les chercheurs essaient de reproduire. Alors, forcément, la meilleure source d'inspiration, c'est la nature elle-même. C'est comme ça qu'est né un domaine de recherche absolument passionnant, l'informatique neuromorphique. L'idée, c'est quoi? C'est de casser cette séparation entre mémoire et calcul, de concevoir des puces qui miment la structure même de notre cerveau, de nos neurones, pour aller chercher des gains de vitesse et d'efficacité énergétique qui sont juste colossaux. Ok, l'idée est géniale. Mais pour construire une machine pareille, il manque une pièce essentielle. Un composant électronique capable de se comporter comme une synapse dans notre cerveau. La pièce manquante du puzzle. Et cette pièce, la voici. Le memristor. Le nom est une contraction de Memory Resistor, résistance à mémoire. Et c'est ça qui est dingue, c'est une résistance qui a de la mémoire. En gros, sa valeur change en fonction du courant qui est passé à travers elle. Elle se souvient. Et grâce à ça, elle peut à la fois stocker de l'info et la traiter. C'est les deux en un. Alors attention, l'idée ne date pas d'hier. Elle a été théorisée en 1971 par un certain Leon Chua. Mais entre la théorie et la pratique, il a fallu attendre 2008 pour que HP Labs réussisse à en fabriquer un vrai. Et aujourd'hui, c'est devenu la pierre angulaire de toute la recherche sur le matériel d'IA qui s'inspire du cerveau. Mais comment ça marche concrètement? C'est assez simple à visualiser. Le memristor peut être dans un état de haute résistance. Là, le courant passe mal, c'est comme un off. Ou alors dans un état de basse résistance. Là, le courant passe nickel, c'est on. Et en appliquant une certaine tension, on peut le faire basculer de l'un à l'autre. C'est exactement comme ça qu'une synapse dans le cerveau se renforce ou s'affaiblit pour apprendre. C'est là toute la magie du truc. Bon, un memristor tout seul, c'est bien. Mais pour construire un cerveau artificiel, il en faut des millions. Et surtout, il faut bien les organiser. L'astuce, c'est de les agencer en une sorte de grille, une matrice qu'on appelle à barres croisées. Cette structure permet de faire les calculs directement dans la mémoire. Fini les allers-retours. C'est ce qu'on appelle le in-memory computing, le calcul en mémoire. Et ça permet de faire des tonnes d'opérations en même temps, en parallèle, un peu comme le cerveau. Adieu le goulot d'étranglement de von Neumann. Et est-ce que ça marche? Regardez ces chiffres. Les résultats sont vraiment impressionnants. Que ce soit avec des réseaux de neurones binaires à impulsion ou les réseaux artificiels plus classiques, on atteint des précisions de plus de 90%. Ce qui prouve que non seulement le concept est viable, mais qu'il est terriblement performant pour différents types d'IA. Ok, tout ça c'est super, mais concrètement, quel est l'impact dans notre vie de tous les jours? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Toute cette intelligence artificielle qui est aujourd'hui dans des serveurs lointains, dans le cloud, elle pourrait débarquer directement dans nos appareils. Imaginez une reconnaissance de vos gestes ou de votre voix qui soit instantanée, sans aucune latence. Des montres connectées qui ne se contentent pas de mesurer votre pouls, mais qui analysent votre santé en temps réel. Des drones ou des robots vraiment autonomes. Une traduction qui marche parfaitement même sans connexion Internet. Et le bonus, comme tout se passe sur l'appareil, vos données personnelles restent chez vous en sécurité. C'est plus rapide, plus réactif et plus privé. Et attention, on ne parle pas d'un futur lointain. Le marché de ce qu'on appelle le edge computing, l'informatique en périphérie, est en pleine explosion. On parle de 200 milliards de dollars rien qu'aux États-Unis d'ici 2025. C'est dire si le potentiel économique de cette révolution est absolument gigantesque. Évidemment, le chemin n'est pas encore tout tracé. Comme pour toute technologie de rupture, il y a encore pas mal de défis à relever.
Les obstacles sont surtout techniques. Le premier, c'est la variabilité. Il faut que des millions de memory stores se comportent exactement de la même façon, ce qui n'est pas simple. Ensuite, il y a la fiabilité à long terme, leur endurance. Et bien sûr, il faut trouver comment les fabriquer en masse, de manière rentable. Sans oublier un point crucial, il ne suffit pas de changer le matériel, il faut aussi repenser les algorithmes d'IA pour qu'ils tirent vraiment parti de cette nouvelle architecture. Ce qui nous amène à une question de fond, une question vraiment essentielle. Et si l'avenir de l'intelligence artificielle ne dépendait pas seulement du code qu'on écrit, mais surtout du matériel sur lequel on le fait tourner? On est peut-être en train d'assister à un changement de paradigme complet. Voilà pour ce tour d'horizon des technologies qui sont en train de dessiner notre futur. Si ce genre de plongée au cœur des révolutions technologiques vous intéresse, si vous voulez continuer à décrypter avec nous le monde de demain, le meilleur moyen de ne rien rater, c'est tout simplement de vous abonner. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage.